Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast de Parlons Vêtements, et le dernier de l'année 2020. La recette est la même que pour les précédents, des questions que vous nous posez, des questions que nous nous posons, parfois sans réponse, et un débat au cours duquel la parole est toujours libre, toujours, je vous en assure. Allez, générique. Désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Non, c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction esthétique? Très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, 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 vous comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles, mais je comprends pas. Hein. C'est la défaite du style. Chut, on y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi? De commencer le podcast. On commence par 3 petites questions en guise d'apéritif. Une question des no less. Comptez-vous parler de l'univers du designer techwear? Il parle des créateurs Takashi Murakami, Stéphane Ashpool, des marques Rick Owens, Margiela, Ralph Simons, Capital, Maharishi. Benoît, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, alors... On en a parlé un tout petit peu de certaines d'entre elles. Je pense à Maharishi. Mais c'est vrai que c'est le genre de marque dont on parle peu et je pense dont on va peu parler sur Bungle parce que c'est pas des marques où il faut aller pour si on veut du rapport qualité-prix, c'est des marques où la création se paye très très cher et objectivement dont le prix n'est pas accessible pour le commun des mortels, hein, sauf si vous voulez payer des sneakers à 400 € ou des blousons en cuir à 2500 €. Alors, cet internaute faisait un petit commentaire, bien que cela ne soit pas dans votre direction artistique, ni même l'ADN de Bungle, ce que tu confirmes Benoît, il semblerait intéressant d'en parler. La réponse est oui, sachant que la corrélation entre la ligne éditoriale de Bungle, le média et la marque peut parfois diverger. C'est-à-dire qu'on parle des choses sur le média qui ne sont pas tout à fait en conformité avec la ligne de Bungle, et c'est bien comme ça, on parle de vêtements dans tout ce qu'il recoupe, entre guillemets. Après, c'est une question de dosage et d'équilibre à trouver. Mais pourquoi pas On a fait un article sur Suprême, hein. Voilà, par exemple. Une question de Ben. Si vous ne deviez retenir qu'une seule pièce de votre vestiaire, ce serait laquelle? Je sais que la question est difficile. Je vous l'ai posée un peu en amont, les gars. Et pourquoi? Je vais commencer par toi, Benoît. Quelle serait-elle? Vous avez 30 secondes. Hein. Aïe aïe aïe, je voulais passer en dernier. Eh ben, tu passeras en premier, t'es le patron. Ah là là, c'est très compliqué, hein. Bah moi, c'est vrai que le sweat, notre sweat chez Bungle, notre sweat en coton japonais, c'est une de mes pièces préférées. Et sinon, en non-Bungle, ben, j'adore mes Crockett Jones, mes Hailey, mes bottines. Jordan? Moi, ce serait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, toute la nuit, je pense. Pas un certain nombre de temps, effectivement. Et en fait, je crois que ce serait mon long manteau en drap de laine camel que j'avais acheté vintage. Et en fait, il est entoilé intégralement. Je l'avais pas acheté très cher, mais en fait, c'est un manteau que, quand on le met sur les épaules, on a une prestance tout de suite, quelque chose, avec il a vraiment des très grands revers. Il a les épaules qui sont très, peut-être trop même construites, en fait. Elles sont vraiment rigides, et ça donne quelque chose de presque militaire. Et je crois que c'est peut-être ma pièce, on va dire, préférée ou fétiche, disons. Nicolo? J'hésite entre le costume bespoke que mon ami tailleur Sydney m'a fait et la veste que j'ai en souvenir de mon père sur laquelle j'ai déjà fait une petite vidéo, le blouson Yoji Yamamoto. Donc j'hésite entre les deux, mais je tiens à signaler que je déteste cette question. Non mais parce que c'est bon. On va pas dans le débat, ce sera un autre sujet. Jérôme? Moi, sans trop réfléchir, mes boots en cordovan de chez Crockett Jones. Oh, imparable. Réponse rapide. David? Je pense que ce serait mon manteau croisé de bonne facture, le Grand Dad Coat, qui font depuis 3 ou 4 ans. Et c'est un manteau que j'ai depuis quelques mois, que j'aime beaucoup. La coupe est très bien, la matière est super, les détails sont hyper bien. Et je pense que c'est un petit peu pareil que Jordan. Voilà, il y a ce côté manteau un peu majestueux, donc pas le même style, pas la même construction, mais ce même ressenti quand on le met. Une question de Monsieur Alastor, une question pour toute l'équipe, plutôt manche raglant ou non raglant pour les sweats, les pulls, et pourquoi? Perso, lui, il aime bien l'effet visuel et les ans que ça apporte. Vous en pensez quoi globalement, rapidement? Moi, j'aime bien les deux. Vraiment, c'est comme si on me demandait de choisir entre une pizza et un hamburger, sachant que j'aime bien les deux. D'accord, tu prends pas les deux au cours d'un même repas quand même. Non. Pour les manches raglants, tout simplement parce que c'est le petit détail qui a du charme, qui fait le côté un peu désuet qu'on retrouvait sur des vieilles pièces. Et souvent, c'est accompagné de coupes qui sont boxy, je dirais, donc un peu courtes, un peu larges. Donc ce qui est plutôt ce que j'aime porter, donc pour ces raisons-là. Jérôme, Nicolo, vous avez un avis? Moi, comme Benoît, j'aime les deux. Je vois pas l'intérêt de privilégier l'un plus que l'autre. Mais c'est vrai que les manches raglants se prêtent plus à des styles plus décontractés. Donc il faut des deux.
Ouais, aussi au niveau des deux. Et en fait, je connais pas exactement l'histoire, mais il me semble que ça vient du fait que c'était pour les personnes qui avaient des problèmes de handicap, etc. En l'occurrence, c'était un officier qui avait été amputé du bras et en fait, il s'était fabriqué des manches plus faciles à enfiler. David, t'aimes bien les réglants? Ouais, moi j'aimais les manches raglan, un peu comme Jordan. Ça correspond bien à mon style et coupe un peu décontractée, l'épaule un peu, bah, pas tombant du coup puisqu'il n'y a pas de couture, mais j'aime bien. Voilà les quelques réponses qu'on pouvait apporter. N'hésitez pas à en poser d'autres pour le prochain podcast. Et évidemment, au quotidien, toute l'équipe du Polydito se tient à votre disposition pour y répondre. On va parler de jeans désormais. De jeans testés par le mensuel consumériste Que Choisir. Ils ont fait un test des jeans les plus durables dans leur numéro de novembre. C'est non pas Que Choisir, mais 60 millions de consommateurs. Donc 60 millions de consommateurs. Et la surprise sur le podium des jeans les plus durables, nous avons Ripley, Guess et Jules. Alors évidemment, la question se pose de ce qui est durable selon nous. Est-ce que ce qui dure dans le temps? Est-ce qu'on parle de ce qui est favorable à l'environnement? C'est là que le débat commence, il est vif. On a échangé au sein de la rédaction, évidemment. Faites-nous confiance. Et avec Julien, notre chef de produit, vous avez quelques réserves. Alors moi, expliquez-moi, je lis ce sujet de 60 millions de consommateurs de tests de jeans durables et je retrouve 3 marques que je n'attendais pas à voir sur le podium. Benoît ou Nicolo, vous en pensez quoi? Nicolas, je te laisse commencer. Ah, Se pose la question du protocole de test déjà. Oui, bah alors je pense que le protocole de test est honnête intellectuellement, donc ça c'est pour la qualité, et ensuite pour les défauts. En fait le problème c'est que déjà quel est le corpus de marques testées, j'ai pas pu tout voir, mais c'est sûr que si on compare les pires marques entre elles, bah, dans celles qui vont être retenues, il va y avoir certaines des pires marques. Et on a du Jules, du Bonobo, du H&M, J-Star. Voilà. Donc, et ensuite, il y a le paradoxe de qu'est-ce que c'est qu'un jean et qu'est-ce que c'est qu'un bon jean? Et est-ce qu'on compare des bons jeans ou est-ce qu'on compare des jeans bah, en fait, avec une part de polyester dedans? C'est-à-dire que déjà, si on compare pas des jeans 100% coton entre eux, on part du principe que c'est pas important d'avoir un jean 100% coton. On compare pas des toiles selvedge entre elles. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, pour rire, c'est ce que j'appelle le paradoxe du slip de fer. C'est que dans les boxeurs, quand j'ai fait le comparatif des boxeurs, les gens voulaient souvent savoir lequel était le plus durable. Mais à la fin, faut comparer des choses égales entre elles. Et si tu veux le boxeur le plus durable du monde, bah, tu fais un boxeur en fer. Ou en acier. Ou en acier. Et du coup, si tu veux le jean le plus durable du monde, bah en fait, tu prends un jean rempli de polyester, parce qu'effectivement, c'est très durable. Et tu fais, bah vous voyez, et pareil, ils veulent la teinture qui tient le plus longtemps. Alors qu'un super beau jean, bah, normalement, c'est plutôt un jean brut teint à l'indigo qui a tendance à se délaver. Donc, en fait, à force de ne pas connaître le produit dont ils parlent, et de se concentrer uniquement sur un seul critère de qualité qui est la durabilité, ça donne un test qui vaut ce qu'il vaut, mais pour moi, les résultats n'indiquent pas ce qu'on devrait acheter. Est-ce qu'on peut penser qu'il est un peu mensonger finalement dans son résultat? Il n'est pas mensonger, mais je dirais qu'il est très scolaire. Et effectivement, là où je rejoins Nicolo, c'est qu'il y a assez peu de marques haut de gamme. Enfin, il n'y a aucune toile selvedge. Il compare des jeans avec des toiles des mélanges de coton, de polyester et d'élastane avec du 100% coton, ce qui ne fait pas sens. Parce qu'effectivement, quand on met du polyester dans une toile de jean, c'est plus solide et la toile coûte moins cher. Mais en termes d'aspect visuel, sur la régularité de la toile, moi j'aime bien les toiles qui prennent bien la lumière, qui ont la texture, il n'y a aucun mot. Et, vraiment, moi dans la méthode, ce qui me dérange le plus, c'est qu'à aucun moment, on connaît l'épaisseur de toile de chaque jean testé. Et peut-être qu'effectivement, le 1080, il est peut-être moins résistant, mais ils disent que c'est le plus léger des jeans, le moins épais, ce qui fait totalement sens quand tu es en été ou en mi-saison. Donc pour moi, c'est trop scolaire en fait comme test, et ça manque un peu de recul. Ils ont comparé des choses pas comparables, c'est ça, avec une absence de perspective, de mise en perspective. Exactement, et il n'y a aucune toile selvedge. Donc en fait, ils ont testé des jeans comme on testerait des lessives. Ouais, et puis je sais pas si on testait une lessive, est-ce que nous, comme ça, avec notre point de vue, on serait vraiment apte à dire quelle est la meilleure lessive, alors qu'on ignorerait probablement des critères importants auxquels on ne penserait même pas. C'est ce qui se passe avec ce comparatif. C'est ça, en fait, pour préciser, le jean Jules là dont on parle, il a 42% de coton, 38% de modal, 16% de polyester et 4% d'élastane. Indestructible. Qu'est-ce qu'un jean, quoi? Est-ce que c'est toujours une toile de coton ensergée sur un pantalon 5 poches avec des rivets? Il y a la coupe qui n'a pas été du tout notée, l'aspect visuel, enfin je trouve que
C'est très, ouais, c'est vraiment, c'est scolaire quoi. En fait, il faudrait renommer ce comparatif quel est le plus solide des jeans cheap. Voilà. D'accord, et c'est la question de la solidité plus que la durabilité. Voilà. C'est le côté très ambigu dans leur intitulé, hein, de caractère durable, parce qu'ils parlent de l'impact environnemental des jeans. Ah oui, mais oui. Et il n'y a Oui, aucun 100% coton. Je crois que dans le test d'ailleurs, si tu regardes. Le premier sujet leur était là. Vous, quelle marque vous recommanderiez du coup? Parce que moi je lis ce sujet, de prime abord j'irai vers ces marques-là, alors si je travaille pas chez Bonne Gueule évidemment, mais vous, quelle alternative vous proposez dans ces cas-là à ceux qui lisent ce test et qui disent bah non on n'en est quand même pas là-bas? Ah bah alors justement, la plupart des jeans, c'est tout fabriqué au Bangladesh, à part Atelier Teuffery 1083, où enfin il y en a quasiment pas qui sont faits en Europe. Et moi je dirais, ben, ça dépend sur quoi tu es prêt à mettre de l'argent. Oui, un jean, je pense à fait au Japon, ou un Nikkei Famous fait au Canada, ça peut pas coûter 50 euros, c'est Mais pas possible. au-delà du prix, c'est-à-dire que je veux un jean qui va durer dans le temps, qui va bien vieillir. Le premier truc c'est du 100% coton par exemple. Bah, pour moi, effectivement, j'ai tendance à recommander une toile selvage, parce qu'effectivement, il y a des toiles selvedge qui sont plus légères qu'une toile normale, mais de manière générale, quand même, une toile selvage, c'est un peu plus costaud qu'une toile normale, et je te dirais, pour moi, un très bon rapport qualité-prix, pour moi, c'est les jeans Nikkei Famous, parce que tu as une grande variété de coupes, de toiles différentes, d'épaisseur de toile, tu as du stretch, pas du stretch. Et après, le truc, c'est quelle est la priorité que tu donnes aux différents critères pour toi? Parce que si vraiment tu veux le jean le plus costaud du monde, tu vas chez Nikkei Famous, tu prends le jean coton Kevlar 50-50 de 22 oses qui doit être importable en dehors de. Et t'as les genoux en sang, l'hiver. c'est ça, c'est ce que tu avais dit il y a quelques temps. Non, lui, c'est le 32. Il y a un mec qui a fait une rando Pire avec encore, d'accord. pour le tester. Et il a dit, ah, je vais faire une rando, ça va l'assouplir. Et il est revenu avec l'arrière des genoux en sang. Donc voilà, quel est l'ordre de priorité des Mais critères? donc toi tu conseilles quelle marque? N'importe quelle marque à partir d'un bon jean selvage 13 onces en fait. Ce sera assez durable. Après, est-ce qu'on veut le plus durable possible au détriment de tout le reste? À voir, mais C'est un compromis en fait. voilà, mais tout est un compromis dans le textile en fait. Jordan, tu t'orienterais vers quelle marque ou tu m'orienterais vers quelle marque? Bah, j'ai du mal à répondre à ça puisque j'ai du mal à voir pour la durabilité justement, c'est très très... De quoi on parle quoi? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle d'un potentiel de patine? Est-ce qu'on parle plutôt de durabilité, de durabilité belle? Comment il sera durable et comment il va l'être? Alors ça, bah, c'est souvent les toiles japonaises qu'on cite encore et encore. Moi, je parle de ce que je connais. J'ai mon full count, donc une marque japonaise. Ah oui, Qui, c'est haut de gamme là. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est la question de la durabilité. C'est après si on veut quelque chose. Mais j'ai pas mieux que toi, par exemple, Naked and Famous. Je trouve que Edwin aussi. c'est un très beau conseil. Si on parle de rapport qualité-prix, mais c'est pas de ce de quoi on parle en fait. Donc voilà, moi j'aurais besoin de préciser davantage ce que ça veut dire durable. Parce que ça recoupe, d'accord. Ouais. Et on va pas y répondre là parce que ce serait un autre sujet. Jérôme et David, vous qui répondez assez souvent à des questions sur les jeans, vous nous orientez vers quelle marque? J'ai le droit de dire Bonne Gueule. Je pense C'est possible, oui, c'est Ouais. possible. On voit qu'on fait quelques jeans. On est plutôt pas mal hein, sur ce créneau. Et toi, David? Il y a Unbranded Brand qu'on n'a pas mentionné encore, donc ils sont sous les 100 euros, c'est assez intéressant. Moi, Fabriqué en Chine, je crois. possible, je sais pas où. C'est une filiale de Ouais, Naked and ouais, Famous, ouais, mais c'est il ça. me semble que c'était fait au Canada au début en tout cas. Ok. Non, T'es sûr de ça? je Au sais. début, c'était fait au Canada. Ben. Je vous dis que non. Parce que je sais parce que j'ai connu Ouais. j'ai rencontré le créateur Brandon. au moment où il lançait une Branding Brand. Ok. Il t'a peut-être menti. Et surtout qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui a un impact important sur la durabilité, bah, c'est la coupe. Si ça frotte. Et c'est ça, en fait, en gros, plus votre jean est ajusté, plus ça frotte et moins ça dure longtemps. Et j'ai même envie de dire, je me demandais, alors peut-être toi Nicolas tu pourras me dire, mais je me demandais s'il vaut mieux pas un jean un peu plus ample mais moins épais qu'un jean très ajusté et très épais en termes de durabilité. Ça dépend de ta morphologie. En fait, le problème, c'est que la réponse à des grandes questions comme ça, auxquelles tout le monde veut la réponse, c'est toujours une réponse qui comprend ça dépend. Et Ouais. les gens iront toujours chercher la réponse qui leur dit c'est juste comme ça, au détriment de si ça va vraiment se passer comme ça ou non. Et c'est pour ça que le marketing de certaines marques fonctionne très bien. Parce qu'il suffit de donner une réponse simple, même fausse, et ça rassure beaucoup les gens. Mais en tout cas, ne négligez pas la coupe et plus votre jean est ajusté, plus ça frotte et plus ça se trouve vite. Et aussi, si vous avez des jambes très musclées, c'est aussi le même combat.
Pour conclure, je vous invite à lire ce test vous-même pour vous faire votre propre avis sur ce qu'il délivre. N'hésitez pas à lire les sujets sur le jean sur bungle.fr, il y en a quand même pas mal. Ça peut vous aiguiller. Et ensuite, effectivement, chacun se fera son avis, comme dit Nicolo, ça dépend. On enchaîne avec un sujet que ceux qui connaissent un peu Bungle le savent peut-être, ceux qui connaissent un peu Benoît le savent probablement. Benoît a une addiction dont on va parler aujourd'hui. Alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas, cette addiction est juste un peu coûteuse. C'est une addiction au techwear. Une vidéo sur le sujet était attendue de longue date par certains d'entre vous, du coup on en a fait 2. On a fait un gimmick dans lequel il décrypte 4 looks, et un parlons vêtements mis en ligne récemment dans lequel il nous donne sa vision du techwear. Pour ceux qui ne sauraient pas trop de quoi on parle, Benoît, tu peux nous dire en 2 mots de quoi il s'agit exactement, et ensuite il m'intéressera d'avoir vos avis respectifs sur le techwear, ce que vous en faites, ce que vous en voyez, ce que vous en aimez, ce que vous n'aimez pas dans le techwear. Benoît. Ouais, alors le techwear, c'est l'utilisation de tissus respirants, stretch, imperméables, coupe-vent, etc. Dans un vestiaire urbain, on va dire. Moi, je distingue 2 types de techwear, donc le techwear urbain très propre, un peu à l'américaine, c'est ce que fait Outlier ou Mission Workshop, où vraiment c'est des vêtements qu'on peut porter tous les jours, mais moi je trouve que souvent visuellement c'est un peu fade. Et il y a le vrai techwear futuriste à l'acronyme où là c'est vraiment tel qu'on se représente le techwear en mode ninja futuriste, etc. Quel est le premier bénéfice que tu vois au techwear? C'est le confort, c'est la sensation de pouvoir faire face à n'importe quel élément de la météo. C'est le fait d'avoir un propos stylistique qui est quand même assez fort, qui est très clivant, je tiens à insister là-dessus, vraiment, c'est très polarisant. Et c'est aussi un plaisir, je trouve, d'une certaine manière, au bout d'un moment, d'avoir une pièce qui interpelle un petit peu. D'accord, et le premier bénéfice que tu le vois, c'est qu'il te permet de vivre le moment présent, c'est une formule que tu utilises souvent. Ouais, on sait qu'on ne sera pas embêté, on peut faire ses courses sous une pluie battante, on va pas casser on va pas craquer la fourche de son pantalon en montant les escaliers. Ce qui arrive souvent? Peut-être avec un jean pas assez durable. Non, mais enfin, moi, quand je vais à Boukir, c'est notre autre bureau, il y a 6 étages sans ascenseur. 4,5. Mais je peux pas courir dans l'escalier avec un pantalon normal. Avec un D'accord. pantalon techwear, je peux, et ça fait toute la différence. D'accord, donc tu as trouvé le bon alibi en fait. Exactement. Jordan, du techwear, tu en as un peu dans ta garde-robe? Non. Tu pourras en avoir un jour? T'as ton poncho? Pourquoi en aurais-je? Si, Nicolas me fait des signes, il a raison. J'ai mon poncho, mon Raincho Norwegian Rain. Oui, qui est considéré comme du techwear parce que c'est un tissu technique. Mais pas dans ton esprit. Pas trop, non. Moi, je le vois plus par le prisme de sa forme plutôt que de sa technicité. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai choisi plus que parce qu'il est... le tissu est imperméable. Enfin, il me fallait quelque chose, un manteau de pluie. Mais ce qui m'a séduit, oui, c'est le fait que ce soit un poncho. D'accord, donc le techwear en substance, tu le laisses aux autres? Ouais, moi, le côté performance m'intéresse moyennement. Je me considère pas comme vraiment exposé aux éléments, alors sauf si je vais chercher à aller m'exposer, justement aller au ski, aller, je sais pas, faire de la randonnée dans des conditions extrêmes. Là, je vais effectivement, je vais pas y aller en croisée. Je vais aller chercher ma petite pièce technique pour faire en sorte que je sois bien. En revanche, de monter les escaliers 4x4 pour aller au l'ascenseur. Au 4e ennemi, soit je prends l'ascenseur. Il n'y en a pas dans nos bureaux. Soit je compense avec des pantalons qui sont un petit peu plus larges et donc du coup je peux faire le grand écart comme Jean-Claude Van Damme. David, tu as un peu de techwear dans ton vestiaire? Ouais, alors du coup j'ai une parka M Experience avec membrane, tout ça. Tu testes en ce moment pour nous. Tout à fait, avec couture soudée, etc. Alors moi c'est un sujet que j'ai toujours un petit peu aimé ça, probablement parce que j'aime bien la technique du vêtement. Et donc quand on parle de techwear, ça m'interpelle. Après en termes de style, j'ai aussi la première softshell Bungle, Sympatex. Donc qui est bien aussi. Et c'est un sujet qui anime beaucoup les lecteurs. Donc moi j'y vois un intérêt... un peu geek peut-être, un peu technique du vêtement, on analyse un peu, on regarde... Est-ce qu'un jour tu t'imagines avec un look futuriste à l'image de ceux dont Benoît parle? Moi j'aime bien en fait, donc oui c'est possible. Par exemple il y a une marque que j'aime bien, donc pour être concret, qui s'appelle Enfin Levé, qui est une marque allemande je crois. Allemande, ouais. Et j'aime beaucoup l'esthétique, et parfois je me dis peut-être qu'un jour, je me ferai une tenue comme ça, j'aime bien, mais après, en fait quand on arrive dans ce type de style-là, en fait il faut le package, faut pas juste... Enfin, moi c'est tout ou rien. Techwear futuriste je trouve. C'est un peu tout ou rien, ouais. C'est-à-dire que si t'as que la veste, mais que t'as donc pour Jordan, c'est rien. C'est ça, c'est que par exemple, si t'as la très belle veste, mais que t'as pas le bon pantalon et que t'as pas vraiment les sneakers un peu sport. Qu'est-ce qui se passe?
bah, ça marche pas trop. Bah, on dirait que tu sors d'une randonnée et que tu n'as pas changé toutes les pièces, quoi. Je n'irai pas jusque-là. Je sais, mais moi, si. Oui, moi aussi, j'irais. Donc oui, j'aime bien le techwear, mais il faudrait faire un ensemble et j'y suis pas encore. Bah, je veux juste dire que je suis d'accord avec ça, mais c'est ça en fait surtout qui m'embête, je crois. C'est le côté à moitié fait. En revanche, je peux. J'ai regardé des lookbooks notamment d'acronymes, puisque je regarde aussi les vidéos que fait Benoît, j'écoute ce qu'il dit. Bien. C'est pas. Et je trouve pas ça dénué d'intérêt du tout stylistique, notamment quand c'est justement complet, pardon. Quand le look est complet, là je vois la puissance de la chose. Même si ça te parle pas en fait. Oui, voilà. Nicolo, tu as des techwear chez toi? Alors un petit peu, mais d'abord je vais dire que je vois les choses à peu près comme Jordan. Ça me parle, mais comme plein de choses en fait. Et à un moment, ça ne correspond pas à ma vie. À Paris, il pleut jamais. D'ailleurs, moi, je comprends toujours pas Benoît qui désespère d'avoir de la pluie en hiver et qui continue à acheter des trucs pour s'en protéger. Mais je comprends si c'est une passion derrière. Le truc, c'est que j'en ai plein des passions. Je suis obligé de faire des choix. C'est comme être en sartorial tous les jours. Ouais. Je ne peux pas. Sinon, j'aurais tout. Voilà. Et à choisir, ce serait ça plutôt que le techwear en tout cas. Oui, sans doute, parce que... Et encore, je sais pas, à voir. En tout cas, le techwear, il faut toute la panoplie pour que ça marche, un peu comme le vrai Sarto haut de gamme. Et je peux pas tout avoir, donc... par contre, ce qui m'intéresse, Benoît parlait des vêtements techwear un peu... pensés pour être passe-partout, l'urban techwear. J'aimais beaucoup ça quand je débutais, parce que je me disais, ah, c'est cool, on dirait vraiment des vêtements normaux, et en fait, ça a les propriétés, sauf qu'en fait, non. Quand on a l'œil, ça ressemble pas à des vêtements normaux, ça ressemble à une version plus cheap des vêtements normaux, au bénéfice de quelques features techniques, mais ça vaut pas le coup. Et je trouve quand même qu'il y a quelques pièces techwear qui ont un style fort et compatible avec d'autres styles que le techwear. Par exemple, le Raincho dont Jordan parle, moi j'en ai voulu un assez longtemps, ça coûte très cher, et globalement ce que fait Norwegian Rain, je trouve que c'est plutôt... ça s'inscrit dans cette veine-là. Les parkas Tensi, par exemple, qui ont une matière super unique, mais qui en fait a une texture qui se prêterait assez bien à la combinaison avec des textures plus naturelles. Donc il y a des Nanamica solutions. aussi. Nanamica aussi, c'est vrai. J'ai vu des vestes All Descent, All Descent qui Oui. pouvaient être intégrées. Donc j'aurais peut-être un jour une ou deux très belles pièces techwear. All Descent. All Descent. Descente, ouais. Ouais, Ok. ouais, Descent, ouais. Mais Mais japonaise aussi. j'aurais peut-être des très belles pièces techwear un jour à intégrer dans mon vestiaire, mais ce sera limité, quoi. Un peu de veillance éventuellement. Un peu, peut-être. Et je trouve ça encore trop visiblement technique. D'accord, t'aimes bien que la technique ne se voit pas trop en fait. T'en vois le bénéfice. Et si, mais je sais pas comment dire, il y a des fois où la technique se voit et elle ne jure pas avec le textile naturel. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire aussi chez Bonne Gueule. Ouais, hein, c'est ce qu'on a Oh. fait avec la parka Girobi, là, avec la Softshell V1. par ailleurs. Et moi, quand c'est comme ça, j'aime bien. Jérôme, on va te voir un jour en tenue ninja au bureau? Non, j'ai pas de techwear chez moi. Par contre, c'est un univers qui me fascine pas mal. Comme Jordan, j'aime beaucoup tout ce qui est les vidéos d'acronymes, etc. Il y a vraiment quelque chose. C'est un vrai univers. Ça mêle un travail sur l'image, la musique, les vêtements aussi. Et je trouve ça assez fascinant. Et j'ai tendance à relier ça un petit peu à un côté science-fiction qui, moi, me parle pas mal. Donc tu le regardes, mais tu ne le portes pas. Pas encore. Une dernière petite idée peut-être, le t-shirt en mérinos, techwear ou pas techwear? Bah, pas techwear. On pourrait le mettre un peu dedans quand même. Bon. Ouais. Effectivement, c'est un basique de la garde-robe techwear qu'on voit assez souvent. Qui Donc, pour le coup, moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup. J'en porte un d'ailleurs là actuellement. Et moi aussi. voilà, et c'est une pièce très 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 Je suis très surpris utile. parce que dans mon esprit, le techwear, c'est beaucoup quasi exclusivement de matière synthétique. Oui. Hein. En base layer, le mérino est beaucoup utilisé. Oui, mais c'est un dévoiement. C'est pas du techwear. Bah si, mais je t'ai dit, Christophe, le techwear dépend pas de la matière utilisée. C'est vrai. Enfin, un peu, mais il n'y a pas de matière techwear ou de matière pas techwear. Mais cette question, ce serait comme dire, est-ce que la chemise, c'est sartorial ou c'est casual? Ça dépend. Bah, c'est les deux. C'est les deux, ça dépend. Et à nouveau, ça dépend. Et en sachant aussi qu'il y a Révolution, qui est la marque italienne, ils utilisent quasiment, c'est que du rédactive et c'est plutôt techwear comme propos de style, si tu vois un peu le C'est Benoît. un peu techwear, Ok. je trouve. Mais c'est pas mal. Hein. Ouais.
On va dire, ça dépend, hein, c'est pas mal ça comme chute. On enchaîne avec des questions que je vais vous poser pour l'autre sujet, le deuxième sujet. Est-ce que quand vous étiez petit, vous héritiez des vêtements de votre grand frère, même s'ils étaient trop grands? Est-ce que vos parents plutôt achetaient vos vêtements d'une taille au-dessus, voire deux, en prévision de votre soudaine crise de croissance? Moi, c'était mon cas, hélas, je dois l'avouer. Ce dont je parle, c'est l'ampleur, évidemment. C'est ce que Jordan a très bien raconté dans un billet récent. Il en a fait l'éloge parce qu'il aime l'ampleur. Vous êtes très nombreux à vous être reconnus dans ce qu'a décrit Jordan. Jordan, on va en profiter et on va commencer par préciser la différence entre un vêtement ample et un vêtement trop grand. C'est quoi l'ampleur exactement? C'est une très bonne question, merci de me la poser, Christophe. Merci, c'est beaucoup de travail. On voit le professionnel. La différence, alors, justement, c'est une confusion, je pense, qui est commune et qui est peut-être même naturelle quand on commence à s'intéresser aux vêtements. C'est de voir partout, une fois qu'on a compris que les gens s'habillaient trop grand, en général, c'est de confondre du coup cette notion de trop grand et simplement d'ampleur. Par exemple, généralement, si vous croisez des papis dans la rue, souvent ce sont des gens qui s'habillent à la bonne taille, mais avec l'ampleur nécessaire. Parfois peut-être un peu trop grand aussi. Mais généralement, ils ont ça parce que c'est quand même ancré dans un vestiaire classique que de privilégier une certaine ampleur. Après, quand je dis ample, je ne veux pas dire immensément grand, justement. Je ne veux pas dire un excès de volume, je veux dire simplement un peu donc, plus ample qu'ajusté, finalement. Donc c'est ça. Le trop grand, si on va le définir de manière simple, on dira par exemple que sur un manteau, une veste, ça va être des coutures d'épaule, et encore, c'est pas tout à fait vrai exactement, mais des coutures qui vont aller trop loin sur le bras, par exemple, où la carrure de la veste sera beaucoup trop grande, justement, ça c'est un vêtement trop grand. Un vêtement avec de l'ampleur, justement la couture peut être bien placée et ensuite il y a un cintrage qui est plus généreux, il y a ce genre de choses ensuite. Donc c'est, faut pas le confondre avec un excès de tissu, puisque généralement les gens qui s'habillent ample mais bien vont maîtriser ces vêtements-là parce qu'ils vont les choisir à leur taille, ils vont choisir la bonne longueur de jambes, la bonne longueur de bras, par exemple. C'est même les deux, je pense, éléments essentiels pas qui les différencient, mais qui sont les plus criants. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile à maîtriser que des vêtements plutôt ajustés? Oui, bien sûr, parce qu'il faut connaître d'abord son corps, le connaître très bien, savoir, je pense qu'il faut même être passé par l'excès inverse, donc d'avoir choisi des vêtements trop ajustés. J'ai l'impression que c'est un peu ça le chemin, enfin ça a été le mien, et ça a été de choisir des vêtements ajustés un peu trop, passer un certain temps comme ça on sait exactement où se trouve son corps en gros, et puis ensuite on s'en écarte un petit peu jusqu'à trouver la bonne mesure qui va être le confort. Puisque moi je sais que j'ai fait une croix sur le confort pendant un certain nombre d'années, parce que aussi quand on est jeune on s'en fout en fait, tout simplement, et puis ensuite quand on commence à vieillir un peu... Du confort, tu veux dire? Oui, on s'en fout du confort, enfin je pense, c'était le cas pour moi en tout cas, et en fait en vieillissant je pense que c'est une notion qui prend de plus en plus de place. Je confirme, ça devient vieux. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a trouvé, donc, on connaît son corps, on a trouvé sa morphologie, enfin les coupes, on a une connaissance des coupes beaucoup plus pointue sur ce qui nous va, et bien ensuite on peut ajuster, mais justement aller vers un petit peu plus d'ampleur, et là on va trouver justement l'équilibre. À l'exception de David, toi, Nicolo, Jérôme et Benoît, vous portez peu de vêtements amples. C'est un style qui vous parle peu? Pas encore? Moi, j'ai commencé à aimer la mode en pleine période de Slimane. Slimane qui était le directeur artistique de Dior dès 2003 ou 2004. Et c'est un peu lui qui a remis sur le devant de la scène des silhouettes très skinny, quoi. Donc moi, je resterai marqué à tout jamais, même si... tout jamais. À tout jamais. C'est définitif. Même si, je suis loin de prôner le skinny. Non, moi, j'aime bien les vêtements normalement ajustés. Je pense qu'effectivement, l'ampleur, Jordan l'explique très bien, il faut avoir un peu d'expérience. Quand ça fait 10 ans que tu t'intéresses à la mode masculine, que tu as l'habitude de lire des magazines sur le sujet, etc., je comprends que ça soit une voie qu'on a envie d'explorer, mais pour quelqu'un qui commence tout juste, qui est en train de faire ses premiers achats, qui n'habite pas forcément, qui n'évolue pas forcément dans un milieu mode, pour moi, le normalement ajusté, je vais l'appeler comme ça, pour moi reste
Enfin, Donc tu sous-entends que ce serait anormalement ajusté quand Jordan parle d'ampleur? Non, mais C'est quoi la normalité dans Non, ces parce cas-là? qu'on a tendance Ça dépend. on a tendance à opposer l'ampleur au très ajusté. Et moi, je suis pas pour le très ajusté non plus. Entre deux, quoi. Voilà, pour bonne gueule, on n'a jamais recommandé des skinny ou des slim, mais plutôt des semi-slim. Et c'est bien d'être ouvert d'esprit. Mais je me suis amusé à essayer un peu de choses amples sur moi. Et alors? Je comprends le point, mais c'est juste pas mon truc en fait. Tu saurais dire pourquoi? Je sens qu'il y a trop quoi. J'ai envie d'enlever de la matière, Ça déborde. Voilà. Et pour autant, je pense qu'un jour, je me laisserai tenter, notamment un jean en coupe droite de chez Super Stitch par exemple, ou le nôtre, le Renji que je trouve hyper agréable pour le coup, très confortable. Mais pour moi, je continue à aimer le normalement ajusté. Et je pense que. Et c'est comme ça, quoi. Et à jamais. Et à jamais. Même, c'est pas un hasard si Acronym, justement, a affiné les coupes de ses vestes en 20 ans d'âge. Même si, pour le coup. Qui reste ample quand même quand on voit les silhouettes Acronym. Voilà, mais cela dit, au niveau des pantalons, par contre, il a ajouté beaucoup d'ampleur. Donc là, pourquoi pas, effectivement. Ça prête marrant. Bon, on en reparlera. Donc, Nicolo et Jérôme, j'ai le sentiment que l'ampleur, c'est pas votre truc. Moi, j'ai beaucoup de choses à répondre sur tout ce qui a été dit jusque-là. En fait, moi, je me pose plus la question de slim ou ample. Je me pose la question de ce qui me met le plus en valeur dans la mesure de ce qui est confortable. Effectivement, comme le dit Jordan, Très bien dit, hein. Le confort est plus négligé quand on est jeune. J'ai des explications assez physiologiques à ça. J'aimerais faire une vidéo là-dessus, assistée de mon ami coach en muscu et qui s'intéresse de près à l'anatomie. Parce que y a vraiment des effets sur la posture. Des vêtements très ajustés, en fait, ça limite l'amplitude de mouvement et tout. Et quand on est jeune, on ne sent pas autant les douleurs. Mais en fait, surtout chez les personnes sédentaires, soit la majorité des gens qui consomment ce genre de vêtements de mode milieu de gamme, à mon avis, parce qu'ils travaillent dans le tertiaire, en fait, quand on arrive près de la trentaine, on commence à avoir un petit début de scoliose, un petit pincement lombaire et tout. Et en fait, ne pas avoir des vêtements qui nous limitent dans nos mouvements, ça joue. Et donc pour le confort, voilà, effectivement, faut pas le négliger. Quand on est jeune, on le néglige plus. Et puis moi, je ne peux plus. En revanche, m'habiller plus ample que nécessaire pour mon confort, j'ai pas spécialement envie. Je trouve ça cool, mais je trouve aussi que ça rapetisse les gens. Même avec les bonnes proportions, il y a quand même un ratio absolu de largeur-hauteur qui joue. Ou pas des gens petits, et d'ailleurs je m'amuse à faire le test en montrant à des néophytes de la mode des mannequins dans des vêtements amples, et à leur faire deviner la taille qu'ils font. Ils prennent tous 5 à 10 cm de moins, en fait. Et c'est pas très grave, on n'a pas forcément envie de se grandir, mais moi je fais 1m71, 72, les gens me disent 73, et je dis 75. Ouais, voilà. Et j'ai pas envie de me rétrécir non plus. Pardon, c'est compliqué avec ces micros. J'ai pas envie de me rétrécir non plus. Et voilà, moi j'adopte plutôt une vision sartoriale du vêtement, dans le sens où je ne me pose plus la question de ce que je trouve cool, de ce qui me plaît et tout. Enfin, je me la pose, et je me pose la question de ce qui me va avant tout. Et si ce qui me va c'est plus ample, je fais plus ample. Si ce qui me va c'est plus ajusté, je fais plus ajusté. Mais pour moi, tu vois, le sartorial, c'est quand même un style où ce qui est préféré, c'est le normalement ajusté, tu vois. C'est ça. Et moi, j'applique cette vision aux autres coupes de vêtements, en fait. J'essaye, en tout cas. J'essaye. Parce qu'un blazer trop ample, c'est particulier, quand même, je trouve. C'est un style... je ne doute pas que si j'étais vraiment plus grand, je m'amuserais avec. Parce que ça irait... Mais... Enfin, chacun ses priorités, en fait. Chacun sa vie. C'est intéressant parce que Benoît dit un blazer trop grand. C'est ça. Non, trop ample, il a dit. Trop ample. Ou trop ample. Et c'est en nouveau dans la question de la taille et de l'équilibre que décrit Jordan, en fait. C'est la question du trop. Moi, j'avais essayé un blazer de chez Kamoshita à ma taille. Tu vois, les blazers sont quand même assez amples. Jordan va confirmer. Ouais, tu l'avais essayé chez Jinji, je crois. Ah, tout à fait. J'étais là. Que l'on salue. Et c'est vrai que c'est... et je comprends pourquoi il a fait cette coupe de blazer, parce que lui, il aime bien les porter en mettant un gros pull à col roulé en dessous. D'accord, donc tu l'as essayé et c'était pas concluant selon toi. Et pour moi, c'est vraiment juste pas mon truc. Pour le coup, je préfère 100 fois ce que j'ai essayé chez l'Officine à Paris, qui promeut des petites marques italiennes de niche, des petits tailleurs.
je trouve que ça rend... Enfin, sur moi, je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Je me sentais bien plus beau gosse, on va dire, chez l'Officine Paris qu'avec un blazer Mais c'est ce qui Kamoshita. compte, on l'a dit souvent, c'est le pitch de Bonne Gueule, hein, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements, et tu te sens mieux dans tes vêtements dans ces Voilà. tenues. Toi, Jérôme, quand tu écoutais Nicolo, tu opinais sur la notion de confort et de douleur. Donc l'ampleur du vêtement, ça te parle à ce titre-là? Oui, complètement. Enfin, j'étais même interpellé quand On fait partie des deux plus âgés de la bande. quand tu me disais que j'étais pas spécialement concerné par l'ampleur, parce que en fait là actuellement j'ai un pantalon Officine Générale de la Côte Pierre. Pour moi c'est pas spécialement un pantalon ajusté. Et Je me serais trompé? ben oui, parce qu'on va, Ah enfin, non, je suis rédacteur en chef. j'en ai plusieurs comme ça. J'ai aussi un pantalon coulissé de chez Informal et c'est pareil, c'est des coupes qui sont assez larges et il se trouve que moi j'ai des problèmes de genoux, donc je suis assez concerné par ce phénomène et je peux plus du tout porter par exemple des pantalons slim, quoi. Donc la question du confort, effectivement, ça joue beaucoup. Mais en termes de style, ça te parle? Euh, Ou est-ce que c'est la contrainte physique en fait qui dicte le style? Bah justement, en fait, ma contrainte physique, et on retrouve ça chez beaucoup de personnes qui ont des handicaps, ça crée une nouvelle... on se réinvente, en fait, et du coup, on peut retravailler son style. Donc ça, c'est très intéressant. Et tu te l'es approprié? Tout à fait. D'accord. Jordan? Je fais un petit signe. Il y a une petite notion qui me vient D'émerger. de popper, ouais, d'émerger. En fait, c'est que il me semble que, enfin moi, ce que je trouve à chaque fois dans les tenues qui sont réussies, ou alors je me dis, tiens, ce mec-là, il a vraiment de l'allure. Ça dégage un certain charisme, mais surtout, en fait, une question d'allure. À chaque fois, et ça c'est personnel, à chaque fois, il y a de l'ampleur. Il n'y a pas trop d'ampleur, ou enfin ça dépend, c'est une ampleur adaptée à ce que la personne veut montrer. Et je crois que c'est ça, en fait, je me dis jamais avec des vêtements qui sont ajustés, ou trop ajustés, voilà. Je pense qu'on parle pas du même ajusté. Mais quand sûrement, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je prône pas l'ampleur à tout prix et une ampleur excessive. C'est une ampleur relative. C'est ce que j'exprime d'ailleurs dans le billet. Une ampleur relative au goût personnel de chacun. Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce qui donnait de l'allure pour moi et du charme, c'est justement quand il y a un petit peu de tissu qui flotte comme ça. Et c'est donné par l'ampleur. Et quand une personne aussi a l'air en confort dans ses vêtements. C'est-à-dire que moi, si jamais j'ai peur en me baissant que la taille de mon pantalon justement baille un peu au niveau des fesses et qu'on voit l'arrêt, ça me met pas en confiance et ça donne pas d'allure non plus. Et je crois qu'il y a aussi cette notion-là qui est très très importante pour moi et c'est la raison aussi pour laquelle tout à l'heure je répondais à la question de la pièce. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait celle-ci. Il s'agissait du manteau donc camel assez grand qui m'arrive en dessous du genou parce que quand je mets ça, je sens, je pense en tout cas que j'ai plus d'allure que quand j'ai une parka un peu serrée sur moi. David, est-ce que l'ampleur te donne de l'allure aussi? Ouais, alors, il y a deux choses dont je veux parler. Donc, tout d'abord, histoire de parcours. Donc, je suis plutôt d'accord avec Jordan et Benoît. Ouais, donc je pense que il y a un moment où quand on s'habille trop grand, il faut aller sur des coupes un petit peu plus ajustées parce qu'on s'habille trop grand, trop large, trop long aussi, trop long, beaucoup trop long, et qu'on connaît pas sa taille de Ah, vêtements. on C'est sent qu'il y a du vécu là. c'est quand on porte du L et qu'en fait on fait plutôt un S ou un M, ça c'est voilà. Donc du coup la taille du pantalon est trop grande, l'épaule elle est pas au bon endroit. Ok, première partie. Après deuxième partie, comme dit Jordan, je pense qu'il faut aller un petit peu vers plus d'ampleur. Pour moi c'est ça enfin c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je le conçois. C'est on va vers un peu plus d'ampleur. Et donc il y a pour le pantalon, il y a différentes coupes. On peut aller vers un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus d'ampleur. Et après, on trouve le bon curseur, le bon endroit où on s'arrête et on se dit, ok, là pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était la première idée de parcours et je suis plutôt d'accord avec ça. Et dans les discussions que j'ai avec les lecteurs, c'est souvent un peu ça leur volonté. Ils disent, tiens, je vais aller vers un peu plus d'ampleur, où est-ce que je vais? Mais ils me disent jamais, ouais, je veux un truc gigantesque. Ouais, j'ai porté que des pantalons slim, je veux un truc. Ils me disent pas ça. Mais pour moi, Officine Générale, c'est un très bon, Oui. c'est une très bonne marque pour mettre un peu plus d'ampleur tout en restant relativement Tout à fait. casual chic. Enfin, j'aime pas ce terme, mais je vois pas lequel je peux. Et en plus, ils ont plusieurs coupes. Ils ont la Drew, ils ont la Pierre, ils ont la Hugo. Et c'est des volumes à chaque fois un petit peu différents, en hauteur de fourche, en cuisse, en mollet. À chaque fois, ça fait un petit peu. Et chacun peut trouver ce qui lui sied. Dans l'équipe d'ailleurs, on s'est un peu fait la main aussi sur leur coupe de pantalon, Tout à fait. si je puis dire. Tout à fait. Et la deuxième idée, c'est que par rapport à plus qu'à ce que disait Nicolo, c'est que moi je suis plutôt grand, je fais 1m87, 1m88. Et en fait, c'est ça, c'est que moi je vais vers plus d'ampleur parce que je trouve que ça me va bien. En fait, c'est juste ça en fait. C'est assez logique. Voilà. Ça te plaît. Voilà, ça me plaît et je trouve que ça me va bien. Et donc, il y a aussi, donc, comme on l'a vu avec chacun, c'est très personnel.
Chacun a son expérience à raconter avec son vécu, son physique, etc. Et bah, le mien, il diffère de celui de Nicolo parce qu'on fait pas la même taille. Et pas que. Enfin, pour le physique, justement, j'ai envie de réagir là-dessus depuis tout à l'heure. La morphologie joue à tel point que moi, si je mets des pantalons considérés comme carottes, sur moi, c'est des semi-slim. La plupart du temps, voire des slims. Parce que tu as des bonnes cuisses. Parce que j'ai des bonnes cuisses, parce que j'ai les mollets musclés, donc pareil, le niveau de fuselage sur moi d'un semi-slim, ça me colle au mollet. Donc en fait, au final, je mets notre jean considéré comme coupe droite. Sur moi, c'est un bon semi-slim, juste ample ce qu'il faut, juste ajusté ce qu'il faut. Et du coup, c'est pour ça que je dis que bah, la question de si la pièce est ample ou non se pose pas autant que la question de comment ça rend sur la personne, quoi. Et ouais, enfin, c'est tout. Ce qui compte, c'est en fait, on est vraiment dans le sujet. Le vêtement, c'est autant d'avis, c'est autant d'opinions. Il n'y a pas de mauvais avis, il n'y a pas de mauvaise opinion. Ce qui compte, c'est que ça vous plaise. Et comme le dit souvent Jordan, il faut tester en fait. Essayez, testez, et puis ensuite vous vous planterez parfois, puis vous vous relèverez, hein, et vous n'en mourrez pas Mais d'avoir porté un jour un vêtement trop ample. développez votre avis personnel surtout. Et c'est ce à quoi on travaille chaque jour. Voire original. Et là, j'enchaîne avec le sujet Oh là 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 sur là. lequel on va parler. On va parler d'originalité. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Par rapport à qui ou quoi sommes-nous originaux? Alors, en préambule à ce sujet, je vais donner quelques définitions données par le Littré. Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Ce qui est original est qu'il y a un caractère d'origine, primitif. Donc là, on parle de l'original d'un document, par exemple, qui paraît inventé, imaginé sans modèle, qui agit, qui se comporte sans imiter personne, qui est singulier, voire bizarre. Une idée, un original ou une originale est une personne qui pousse la singularité jusqu'à faire rire. Toujours dans le Littré, original sans copie, homme qui se fait remarquer par ses singularités. Si on en parle aujourd'hui, c'est que Nicolo y a consacré son dernier sapristi, et il a développé une échelle de valeur intéressante qui va de la micro-originalité à la méga-originalité. Nicolo, tu nous expliques ça, parce que vraiment, chacun peut se reconnaître et se mettre dans une case plus ou moins définie. Ok, ben l'idée de cette échelle de valeur, c'était que quand les gens parlent d'être original, ils ne se rendent pas toujours compte qu'ils le font vis-à-vis de leur propre référentiel. Et du coup, j'ai voulu donner une sorte de grille un peu universelle, c'est un grand mot, mais une sorte de grille non personnelle en tout cas, des différents niveaux d'originalité qui pouvaient exister sur un même vêtement. L'originalité micro, qui est donc microscopique, comme son nom l'indique. Ça peut être une simple couture contrastante, ça peut être un petit liseré selvage qui dépasse sur un jean, ça peut être la différence d'angle d'un revers de veste. Ça ne se voit pas tout seul, à moins que quelqu'un soit très observateur. C'est plutôt le cumul de ces petites micro-originalités qui peut créer un flair un peu différent chez quelqu'un. C'est aussi un plaisir technique, souvent, plus qu'une différenciation visuelle. Il y a la mini-originalité. La mini-originalité, c'est le détail qui se voit pour celui qui est attentif. On pourrait par exemple parler d'une différence de couleur. Avoir un vert olive un peu différent de celui qu'on voit partout, mais qui est quand même un vert olive. Avoir un bleu légèrement pétrole au lieu de marine, ça pourrait être aussi, je ne sais pas, faire le choix d'une petite poche un peu différente. Mais c'est quelque chose qui est visible pour la personne attentive. Ensuite, il y a la macro-originalité. Ce serait le détail qui n'en est plus un. En fait, c'est un choix, c'est ce que j'appellerais un choix de design. Par exemple, une grosse martingale derrière un manteau, des grandes poches, prendre un jaune un peu fort en guise de couleur, prendre un bleu hyper éclatant, porter du blanc. Et là, on commence à être dans le fashion statement. Et il y a la méga originalité qui est c'est assez facile à deviner, c'est tout ce qui est au-dessus de ça en fait. C'est par exemple des motifs ultra voyants, des grandes couleurs, des designs qui sont presque jamais vus avant, ou des designs qui semblent sortir d'un autre temps et qui viennent d'être ressuscités. Et l'idée de cette grille, c'est pas de porter un jugement de valeur, c'est juste de pouvoir qualifier pour que chacun se situe sur ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que très spontanément, chacun des internautes, ou en tout cas d'assez nombreux internautes, se sont positionnés sur cette échelle. Du coup, je vous pose la question à vous, vous tous, là, qui êtes autour de la table, vous êtes méga, micro, macro?
originaux? Ou pas originaux du tout, c'est aussi une possibilité, zéro originaux. Moi, j'ai défini l'équipe Bungle d'ailleurs avec la photo du podcast et j'ai dit qu'on était plus souvent dans le macro. Ce qui est logique en fait. On fait des choix de design visibles. Et parfois, on fait du méga, souvent du mini, mais on s'en rend même pas compte parce que c'est normal pour nous. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans la question, je pense, c'est que chacun devrait qualifier exactement quel type d'originalité il fait via des exemples qui lui sont propres. Parce que c'est ça qui est plus intéressant, je trouve. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton sujet, c'est que tu mets bien les choses dans leur contexte. Enfin, plutôt, tu dis justement que l'originalité ne peut pas se penser dans l'absolu, qu'elle doit se penser par rapport à un contexte, donc relativement. C'est ça. Et voilà, je tenais à souligner que c'était bien vu, puisque si jamais, par exemple, moi je vais mettre mes mocassins chez moi en Charente, ou alors ça m'est arrivé à Nantes, j'étais à un enterrement de vie de garçon, et j'avais mis mes mocassins parce c'est hyper confortable et que j'avais pas peur de les défoncer en fait. Et des gens spontanément viennent me voir, et ça les fait parler, ils veulent m'en parler absolument de ces mocassins-là qui sont portons Bordeaux. Pour moi, c'est banal quoi. Mais pour eux, non, ça sort vraiment, c'est comme un bouton sur le nez, quoi. Mais c'était bizarre pour eux. Oui, c'était bizarre, mais c'était parce que c'était une forme d'originalité, mais là, dans le sens aussi que tu as dû donner dans le Littré, qui est un peu de faire son original. Ou de, bah attends, t'étais où? Nantes, sur l'île. Le mocassin n'est pas arrivé. C'est dans quel pays? Non, mais ça illustre bien le fait que nous, à Paris, il faut pas oublier qu'on vit dans une bulle. Je pense que c'est le contexte de l'enterrement de vie de garçon, en fait. Alors après, c'est une personne extérieure à cet enterrement de vie de garçon, mais je pense bien qu'elle aussi, elle était aussi... T'es allé en EVG en mocassin? Oui, alors bon, si je dois bizarre. me rejustifier par rapport à ça, je vais Ils sont confortables et j'en ai rien à foutre de les flinguer. Exactement. Ok. Et en plus, des mocassins Bordeaux, tu trouves rien de plus polyvalent. Est-ce que tu définirais comme quelqu'un d'original parfois? Oui, je suis d'accord, je pense j'étais d'accord même quand j'ai vu la vidéo de Nicolo, quand il disait que nous, on allait chercher l'originalité macro. Je pense que c'est vrai, on s'intéresse... ou dans la qualité du vêtement, ou dans une matière qui va changer, une couleur qui va changer, dans le design d'une pièce. Après, je pense que parfois, je vais jusqu'à du méga. Ça, c'est parfois par provocation, pour savoir jusqu'où je peux aller. Est-ce que ça fait déguisement? En fait, ça, c'est vraiment ça prend place dans une réflexion qui est la nôtre, enfin qui est la mienne en tout cas, puisqu'on raisonne toujours sur le style, donc parfois pour aussi maîtriser un sujet, ou en tout cas se donner l'illusion qu'on le maîtrise, il faut qu'on aille nous-mêmes explorer ces limites-là. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout, et parfois on se dit waouh, c'est beaucoup trop loin, mais franchement maintenant je suis un peu hermétique, et quand je fais une méga originalité, c'est moi que ça regarde, et soit je le poursuis, soit je le fais ou pas. Tu mais assumes, oui, complètement. complètement. Dans Panache, c'est aussi ton exercice. Moi, je vois du macro à méga, parfois un peu de mini, mais c'est quand même le cœur de ce que tu essaies de proposer, c'est des trucs plus forts aussi. Donc, c'est normal. C'est vrai, en jouant sur les degrés, comme tu les as bien décrits. Ouais. Benoît, est-ce qu'il t'est arrivé d'être original? Ou de percevoir un peu différent dans le contexte dans lequel tu évoluais? Moi, en EVG, j'y vais habillé à la cool. Hein. Oui, mais... à la cool, ça veut dire techwear. Mais il était à la cool, Jordan. Mais cela dit, c'est vrai que le dernier EVG que j'ai fait, c'était en Écosse. C'est pas un spécial EVG. Hein, et c'est vrai que j'étais un petit peu techwear. Et donc, pour revenir au sujet, est-ce qu'un jour, tu t'es senti original, voire un peu décalé? C'est vrai qu'il y a une époque où je m'habillais pas mal avec du blazer chemise, et à cette époque-là, je rentrais souvent à Tours le week-end. Je devais avoir moins de 25 ans. Et c'est vrai qu'en soirée, quand tout le monde était en t-shirt, en hoodie et moi en blazer chemise, je me disais que il y a un contraste. Je me rappelle il y a quelques temps, on est allé à une soirée Gore-Tex, techwear évidemment. Il y avait Erolson, Hugues, le fondateur d'Acronyme, et tu avais insisté, tu étais retourné chez toi pour t'habiller en techwear futuriste. Ah ben oui, il faut, pour la photo. Voilà, pour la photo, et tu pouvais pas concevoir d'être habillé autrement. Donc là, tu aurais été original, voire complètement décalé, si tu n'étais pas en techwear. Moi, j'étais pas en techwear. Hein. Non, mais parce que dans ce genre d'événement parisien, il y a quand même une certaine latitude au niveau du style, une certaine liberté. Enfin, t'en souviens, la deuxième soirée Gore-Tex qu'on a faite, t'avais un mec qui avait une collaboration, un suite en collaboration avec l'As du Falafel. Génial, qui est un établissement de restauration rapide dans le Marais qui sert des falafels. J'ai mangé là pendant tout mon lycée. Et effectivement, mais pour rencontrer Rolson, je me suis dit, s'il y a bien un moment dans ma vie où il faut que je m'habille techwear, c'est maintenant. Tu n'étais pas du tout original, du coup. Je n'étais pas du tout original, mais je me sentais pleinement dans mon élément.
David, Jérôme et Nicolas, la dernière fois, vous vous êtes senti un peu original ou est-ce que vous mettez, vous, le curseur personnel de l'originalité? En fonction du contexte, toujours, parce que c'est le cœur du sujet, quand même. Ouais, alors, vas-y, Nicolas. Moi au bureau, j'ai l'impression d'avoir mes propres choix de style personnel, mais de pas du tout faire partie de ceux qui poussent le plus loin. En tout cas pas en ce moment, ça dépend des périodes en fait. Il y a des moments où j'ai envie de me challenger, d'autres non. Mais en ce moment, je cherche vraiment pas à être original. Déjà, je trouve qu'entre nous, on pousse tous les choses assez loin. Et c'est pas ce sur quoi je me concentre, mais au quotidien, quand je fréquente des gens qui sont pas de ce milieu, ce qui est le cas en fait, la plupart de mes amis ne sont pas des gens qui travaillent dans la mode, des milieux créatifs, oui, donc ça mitige un peu, mais pas de la mode. Oui, enfin, je suis considéré comme original. J'étais avec un pote il y a pas longtemps et il me disait bah moi ton style je comprends pas et il m'a dit c'est pas que je trouve ça mauvais ou quoi mais je comprends vraiment pas. Lui il a grandi en cité et du coup aujourd'hui c'est un créatif donc il a un style plus streetwear avec d'autres codes, d'autres valeurs renvoyées. Il me dit mais je comprends pas du tout Et comment tu en t'habilles. quoi trouve-t-il que ton style était alors original? On n'a pas assez discuté pour le qualifier à ce point. Selon toi. Mais C'était les coupes, c'était les matières, c'était les ouais, couleurs. et puis pour lui, voir des choses qui viennent de l'univers formel, enfin pour lui, c'est porteur d'un sens qui n'est pas du tout le même que pour moi, quoi. C'est plus étranger, c'est plus, ça renvoie à un certain statut social, chose que moi j'essaye de défaire autant que possible dans le vêtement habillé, parce que ça me saoule un peu en fait. Je trouve juste ça très beau. Et j'aimerais pouvoir porter des choses encore plus habillées sans que les gens aient l'impression qu'on essaie de les écraser socialement. Mais c'est pas leur faute non plus, hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant très longtemps. C'est pour ça que la mémoire des gens est encore portée là-dessus. Donc oui, pour lui, c'était pas juste original, c'était un décalage de valeurs et de pas. messages. Si, il comprend parce qu'on en parle, mais d'instinct, ça lui parle pas, quoi. Et toi, Jérôme, l'originalité, tu en penses quoi? Il t'arrive de l'être parfois? Ou tu regardes l'originalité, comme tu regardes le techwear? Moi, je pense que j'ai toujours été plus ou moins décalé, mais après, je pense que l'originalité chez moi, elle est plus d'ordre intellectuel que stylistique. Enfin, ça se voit pas. Je le conçois pas comme ça de l'extérieur, en fait. Je pense pas que c'est pas un concept qui me parle, en fait. Par contre, là où je suis original, je pense que c'est dans le fait d'avoir un Mayennais, par exemple, qui travaille chez Bungle. Par exemple, ça, c'est quelque chose d'assez original par rapport à mon entourage. C'est quelque chose d'assez étonnant. Donc, originalité intellectuelle. David, la dernière fois où tu t'es senti un peu original, est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir un peu bizarre? Ouais, mais c'était plutôt quand j'étais à l'école. Donc là, actuellement, j'ai 27 ans, donc c'était il y a 3, 4, 5 ans. Et c'est pendant ces années-là que j'ai fait mes armes vestimentairement d'ailleurs. Donc je vous ai raconté l'histoire de ma tenue full Bordeaux la dernière fois. Donc c'était encore une fois dans ce cadre-là. Donc pour rappel, j'avais un t-shirt Bordeaux, un cardigan Bordeaux, un chino Bordeaux Mais et des sneakers Montante. Est-ce que ton envie c'était d'être original ou est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais différent et qu'il y avait un truc qui clochait? Non, alors pour cette histoire-là, c'est juste que j'avais envie de tester un truc et que je me suis rendu compte après que ça marchait pas. D'accord, mais tu testais donc, tu sentais qu'il y avait un... Mais sinon, en fait, quand j'étais à l'école, ouais, en fait, l'histoire c'est ça, c'est que quand j'étais voilà, quand j'étais étudiant il y a quelques années, voilà, je commençais à m'intéresser, je faisais beaucoup, un peu comme Benoît, du chemise blazer, et ça interpellait beaucoup parce que dans l'environnement dans lequel j'étais, tout le monde était très relax, presque jogging, voilà quoi. Et moi, j'arrivais avec un blazer. Et les gens disaient, waouh, un blazer, quoi, un truc de ouf. Et ce qui était très intéressant, c'est que parfois on avait des présentations, on avait des entretiens, et les gens venaient me voir pour dire, ah bah tiens, David, les chaussures. Du coup, là, demain on a une présentation, il faut que je mette une costume, notre cravate. J'ai aidé pas mal de potes à faire leur notre cravate avant des présentations notamment. Et j'ai jamais été moqué pour ça. Parce que voilà, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était pas moqué, mais j'étais un peu différent. Et pour te répondre de manière plus directe, la dernière fois où je me suis senti un peu original, c'était un bal de fin d'année, oui, on peut appeler ça comme ça, où j'étais arrivé pas totalement en smoking, mais un petit peu quand même. Donc j'avais la veste de smoking. Donc T'étais très habillé, quoi. Ouais, j'avais ma fameuse veste de fumoir jaune en velours, avec une chemise de smoking et un nœud papillon noir. Et ce qui était intéressant, c'est que pour moi, de mon point de vue, je respectais le thème, parce que c'est un bal de fin d'année, c'est la nuit, donc pour moi, c'est le contexte est approprié pour avoir une veste de fumoir et un nœud papillon et des mocassins, etc. Mais finalement, chacun était en costume de bureau, quoi. Et je trouve que c'était un peu cocasse, parce que de mon point de vue, je respectais tout à fait le thème, mais en fait,
pas vraiment. Et donc, pour donner un dernier élément, je dirais que mon style, c'est plutôt macro, original. Je m'amuse avec J'essaie toujours de faire un truc un peu original, mais je vais jamais trop loin. Je fais quasiment jamais du méga comme Jordan, par exemple. Même si parfois je me dis peut-être, mais je m'arrête. Voilà. Non, c'est que ça m'a fait penser à quelque chose, un doux souvenir qui remonte là, à la surface. C'est que, bah, pareil, quand j'étais même ado, avant les études supérieures, en fait, je commençais à m'habiller avec des costumes. Bon, je mettais des chaussettes blanches de sport aussi, et puis des derbies à bout carré, voilà. On part de loin. Et en fait, non, quand j'ai gommé ça, après, je gardais justement comme vous la chemise et le blazer. Et je mettais souvent la petite pochette de costume. Et ça c'était l'originalité méga dans le contexte dans lequel j'évoluais. Et justement, j'ai passé mes soirées à dire arrêtez, redonnez-moi ce mouchoir de poche, merde. Ça rend les gens fous. Une fois, j'ai fait une clé de bras à un mec qui essayait de me prendre ma pochette bourrée en soirée. Ça faisait 5 fois qu'il me disait c'est marrant ton mouchoir. Voilà. Casse-toi. Ça les rend fous. Ouais. Pas d'apologie de la violence physique. Hein. Et en effet, je trouve que Le bras, ça va. à titre personnel, je trouve que le blazer, il a beaucoup cristallisé autour de moi. Je me souviens même quand j'avais 24 ans, donc à mon ancien travail, donc avant que je rentre chez Bonne Gueule, les gens me disaient, il y avait cette fameuse phrase, c'est ah, t'as un rendez-vous ce soir. T'as un mariage? Ouais, T'as un rendez-vous d'embauche. C'est ça. Et en fait, moi, ça me faisait sourire, mais ça m'a quand même étonné que dans un milieu professionnel où j'avais presque 25 ans qu'on me dise ça. Alors après, c'était dit avec. C'était pas vraiment moqueur, il y avait un peu de sarcasme, voilà, c'était bon enfant. Mais quand même, ça m'a étonné que ça me suive jusqu'à aussi loin. Quand j'avais 17, 18, 19, 20, rien. Ok, mais jusqu'à là, ça m'avait un peu. Mais je pense que ça suit toute la vie, mais c'est que simplement nous, on a cette position-là où maintenant on s'en fout. C'est ça. Et ça nous évite pas mal de problèmes. Bien sûr. Mais oui, je trouve que cette pièce, elle Je pense que si je viens en costume de mer, on me demandera ici si j'ai un entretien d'embauche. Toi peut-être, oui. La réponse sera oui. Avec Benoît. Il y a aussi une question d'habitude de l'image que tu renvoies. Hein. C'est ce que je disais à la fin de ma vidéo. Mon meilleur pote qui petit à petit a réussi en habituant son entourage à se faire accepter comme le mec qui se sapait. Et il l'a fait avec beaucoup d'habileté sociale. Il a commencé très sobre et tout. Puis les gens disaient ah c'est bien ce que tu mets là, c'est original. Et petit à petit, et puis maintenant ça choque personne. Donc voilà. Donc voilà, on termine avec les 5 questions traditionnelles que David a sélectionnées, que je vous pose là, et je vous demande des réponses assez rapides. Que pensez-vous, même si c'est parfois difficile, je vous le concède, que pensez-vous de la chemise boutonnée jusqu'en haut, portée sans cravate? Moi, je déteste. C'est pas trop mon truc. Ouais, je comprends qu'on veuille faire un petit effet comme ça, à la Sam Smith, mais je trouve que ça fonctionne. Ça fait déguisement, c'est un déguisement de mec qui a voulu tenter quelque chose, et pendant un certain nombre un laps de temps, on voyait ça beaucoup. Maintenant, on le voit beaucoup moins parce qu'en fait, justement parce que c'est un peu un artifice, un truc qu'on se tente, et on voit qu'en fait, ça manque un truc, quoi. Ça n'apporte rien. Ouais. Nicolo? Ça encadre vraiment la tête de façon un peu étrange, comme si elle était séparée de son cou et qu'elle avait une tête qui flottait au-dessus d'une tenue. C'est pas ouf. Le seul cas dans lequel j'aime bien, c'est quand c'est fait sous un pull. Et encore, il y a des fois où je préfère avec le premier bouton déboutonné, d'autres non. Ça dépend du col de chemise et comment il tient. Parce que voilà, là, le col de chemise répond au pull et puis c'est pas comme s'il y avait rien. Mais quand il y a rien tout seul, c'est étrange, quoi. On voit que ça n'a pas été pensé pour ça au départ de la chemise. Jérôme? Oui, je suis d'accord avec tout le monde, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et David? Ouais, non, c'est pas trop mon truc aussi, mais voilà, je trouvais la question intéressante et je voulais avoir votre avis. Ah, mais la question est pertinente parce Ouais, qu'elle a été posée. Donc, et pour le coup, et ça se voit, hein. Moi je le vois parfois. Oui, d'ailleurs, oui. C'est ce qui se voit un petit peu, ouais. Je trouve ça original et bizarre. Doit-on choisir un manteau, une taille de plus qu'un blazer pour ne pas être trop serré? Une question qu'on nous pose beaucoup. Et la réponse, on va la donner. Ça dépend. Merci. Ça dépend de quoi, Jordan? Ça dépend de la coupe. Comment a été coupé le manteau, en gros. Enfin, il faut avoir de la place, il ne faut pas se sentir engoncé. Du coup, il faut faire tout pour ne pas se sentir engoncé. Et après, ou parfois la réponse, ça peut être justement de choisir plus grand, parce que ça va, parce que les épaules sont suffisamment cadrées, ça ne fait pas ridicule. Et parfois, c'est simplement de changer de manteau, en fait. Ou de blazer, d'ailleurs. D'accord, donc ça marche pas à tous les coups, en fait. Bah en fait, t'as des manteaux où c'est prévu et qu'effectivement ça puisse être porté avec un blazer en dessous. Et le problème, c'est quand tu portes pas de blazer, t'as l'impression que le manteau est trop ample, un poil un peu grand. Et t'as des manteaux pour lesquels ce n'est pas le cas,
Donc tu peux mettre un blazer en dessous, mais tu seras quand même un petit peu engoncé. Mais par contre, si tu as un pull fin, tu auras une jolie silhouette. Donc en fait, il faut essayer le manteau avec le blazer qu'on veut porter en dessous. C'est le mieux. Ouais. C'est ça. Et ça dépend aussi de la structure de la veste. Parce que des vestes aux épaules très déconstruites, ça peut occuper le même volume qu'une maille moyenne, en fait. La veste de mon costume bespoke, avec des épaules bien travaillées, au PT, j'étais un peu déçu, j'avais pas réfléchi, j'ai pris mon seul par-dessus qui pouvait le couvrir correctement. J'étais alors, putain, on dirait que j'ai les épaules engoncées dans mon par-dessus, parce que le manteau n'était pas prévu il avait une structure assez souple et il n'était pas prévu pour une telle veste en dessous. Donc voilà. David, Jérôme, validé? Je pense que la majorité des manteaux en laine ont des volumes qui sont à peu près conçus pour accueillir une veste. Après, ça dépend, pour moi, comme disait Jordan, ça dépend des coupes et ça dépend des marques. Je considère que si on va chez la même marque, on peut prendre la même taille pour les deux, parce que normalement, il y a une cohérence dans la collection. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça dépend. Mais j'ai tendance à dire que la plupart du temps, faut prendre la même taille, de mon point de vue. Parce que sinon, on arrive à des choses du genre, moi c'est quelque chose que j'aime bien dire parfois et je pense que l'équipe sera pas forcément d'accord, mais je me dis que si on commence à penser comme ça, on dit que le pull faut le prendre une taille de plus que le t-shirt, puis le blazer faut le prendre une taille de plus que le pull, Bien vu. et on s'en sort plus quoi. Moi, je te dis, si chez Bungle, je prends ma taille de veste et je la mets sous ma taille de manteau, ça ne passe pas. Mais c'est propre aux morphologies et Aussi. tout. Je pense qu'il n'y a pas de réponse magique et Donc, que faut essayer. faut essayer. Ouais. Alors pour le coup, il y a peut-être une réponse magique à cette question. Jérôme, elle est pour toi. Trench coat beige plus chino beige, ça passe ou ça passe pas? C'est une bonne question. Alors, Merci. je vais te donner un exemple concret, parce que j'ai vu un film il n'y a pas très longtemps avec Philippe Noiret qui portait justement un ensemble comme ça, et chez lui, ça passe crème, pour le coup. Évidemment. Donc ça peut passer. Ça peut passer. Tu le conçois, Jordan? Oui, mais faut qu'il soit travaillé sûrement d'une certaine manière. En fait, je pense que dans 99% des cas, ça marche pas. C'est lié à la matière, c'est lié à quoi? Moi, j'aimerais bien que Jérôme précise pourquoi ça passe, parce que sinon, on va encore répandre un mythe que certaines personnes ont des pouvoirs magiques qui leur permettent de porter des vêtements que d'autres ne peuvent pas. Alors, pourquoi Et ça je passe déteste ce mythe. Ouais, après, avec Noiret, c'est vrai, quand même. C'est parce que c'est noiret, et les couleurs sont pas pareilles Je comme ils plaisante. les mettent, c'est l'arc-en-ciel. Non, mais Ouais. je veux savoir pourquoi. Ouais, effectivement, c'est vrai que souvent, il y a la même chose avec Al Pacino. On a l'impression qu'il peut porter n'importe quoi, même un sac à patates, ça passe. Mais là, en l'occurrence, effectivement, il y a la question des matières. Les matières sont pas les mêmes. Il y avait le pantalon, il est beige, mais c'est un velours avec beaucoup de caractère. Enfin, il y a un mélange au niveau des textures et les couleurs sont aussi un peu différenciées. Donc ça peut passer dans 1% des cas. Et si vous envisagez de faire une carrière aussi. Allez, 3. Ouais, mais à l'échelle de la population mondiale, ça fait quand même pas mal de Erreur. chances de y arriver. Hein. Ouais. C'est vrai. Des questions un peu plus pointues. Est-ce qu'il y a des taxes d'importation actuellement si j'achète en Grande-Bretagne dans le cadre du Brexit? Alors actuellement non, puisque nous sommes en période de transition jusqu'au 31 décembre. Il n'y a pas de taxes douanières. Ensuite, le Royaume-Uni est en train de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne pour permettre, peut-être ou pas, de rétablir des taxes douanières. Cette période de transition peut être prolongée jusqu'en 2023. Donc on n'est pas encore fixé. Il est reproché au gouvernement britannique de prendre son temps. Ceci étant, un membre du gouvernement a adressé un courrier récemment aux entreprises britanniques pour leur dire de se préparer. Donc il est probable qu'à compter du 1er janvier ou au sortir de cette période de transition, oui, il va certainement falloir payer des taxes douanières, sauf si un accord est trouvé, et là pour l'instant on n'a pas d'infos. Toutes les infos sont sur le site des douanes françaises si vous avez envie d'en savoir plus. Une autre question, à quoi sert le split yoke sur une chemise? Est-ce qu'on prononce bien comme ça? Ouais. Split yoke? Faut, Yoke, je pense, d'abord définir ce que c'est. Eh ben moi je sais pas ce que c'est, donc dans le dos d'une chemise, c'est le panneau de tissu qui est en haut du dos, qui est Au niveau des épaules. au niveau des épaules, voilà. Tout à fait. Qui d'accord. recouvre Donc haut on des imagine épaules. que c'est un pli d'aisance, c'est pas un peu ça? Non, c'est juste le panneau de tissu. En fait, dans les chemises qui se veulent haut de gamme, ce panneau est divisé en deux. Donc, tu as une ligne de couture au milieu de ce panneau. Et les deux pans de part et d'autre sont montés dans le... C'est compliqué à expliquer sans image. Sont montés dans le sens du tissage du tissu, en fait. Pour avoir, soi-disant, plus de confort. Moi, j'ai essayé des chemises en split yoke. Ça change pour moi absolument rien.
Par contre, c'est vrai que c'est le petit détail puriste, branleur un peu sympa. En fait, c'est ce que dit Benoît. En gros, il fut un temps, quand on coupait les chemises en bespoke, où on coupait différemment cette partie à l'arrière pour renforcer les coutures et avoir plus d'aisance et tout. Aujourd'hui, ça ne se voit plus trop. Et la seule raison pratique, autre que pour faire un détail un peu différent, d'avoir un split yoke à l'arrière, c'est pour avoir un bon raccord de motifs sur des rayures. Ça facilite le raccord de motifs entre le fameux pattern matching. Sinon, voilà, c'est juste un choix, une préférence. Donc ça sert pas à grand chose, si je vous écoute. C'est Non. beau gosse comme détail. D'accord, donc ça sert à faire joli éventuellement. Voilà. Branleur. J'aime bien le terme de branleur. On peut dire que c'est une micro-originalité. Oui, c'est très juste. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère que ceux qui ont écouté ce podcast auront eu quelques éléments pour se forger des avis, des opinions, pour plus en savoir sur l'ampleur de ce qu'elle relève, de savoir de ce qui est original et de ce qui ne l'est pas, de se forger une opinion sur le techwear. Peut-être que certains nouveaux adeptes vont émerger désormais. Je vous dis à rendez-vous en 2021 pour un nouveau podcast. Salut à tous. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions, c'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboot Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête